un enregistrement, je pense que ça commence. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire JS Terwen qui est consacré à l'omnicanalité, et notamment l'omnicanalité comme un levier de conquête pour les assureurs. Nous allons laisser quelques instants à l'ensemble des participants pour se connecter et dans l'attente, je vais vous redonner quelques éléments d'information sur JS Terwen. JS Terwen, c'est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. Vous nous connaissez probablement si vous êtes connectés avec nous ce matin. Nous avons à cœur de mobiliser nos compétences à la fois business et people pour accompagner nos clients dans la définition de leur stratégie et la mise en œuvre, avec la volonté farouche de générer des transformations durables pour leurs équipes. Nous comptons aujourd'hui 600 collaborateurs. Nous avons réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, avec une croissance de plus de 100% sur les 5 dernières années. Nous intervenons pour l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance, les compagnies, les banques assureurs, les courtiers, les réseaux d'experts et d'assisteurs. Et nous réalisons environ 20% de notre chiffre d'affaires sur ce marché. Quelques récompenses aussi viennent récompenser nos savoir-faire et notre positionnement sur le marché, notamment avec les labels incontournables et excellents sur 21 segments de marché du magazine Décideur. Nous sommes aussi un cabinet engagé, une entreprise à mission, et donc nous avons été récompensés encore cette année avec la médaille de platine EcoVadis pour notre engagement RSE. Et notre politique des ressources humaines est aussi récompensée par la labellisation Happy at Work. Nous sommes arrivés premiers l'an dernier pour les sociétés entre 500 et 999 salariés. Donc, nous sommes très fiers. Nous investissons aussi beaucoup de notre chiffre d'affaires dans la R&D et notamment nous avons à cœur de partager nos convictions à travers des événements comme celui-ci. Quelques petites informations pratiques pour ce matin. Donc, les micros sont coupés. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat dans l'onglet public. Judith, qui est en coulisses, vous aidera à trouver une solution. Je crois que je vous signale qu'il y a beaucoup d'écho dans la salle. On va essayer de régler ça. Du côté de William et Judith, peut-être. Enfin, vous pouvez utiliser aussi l'icône question de l'onglet chat. Vous allez voir arriver une petite fenêtre avec un point d'interrogation bleu dans lequel vous pourrez vous poser vos questions et on gardera un temps pour y répondre en fin de session. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Karim Zenali, qui est directeur excellence et expérience client BPCE Assurance IARD. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et nous accueillons également William Tram, qui est directeur chez JS Terwen sur le marché de l'assurance et expert en marketing et digital pour le cabinet. Bonjour William. Bonjour tout le monde. J'aurai le plaisir de modérer les débats entre William et Karim. Et donc je suis également directrice chez JS Terwen sur le marché de l'assurance et de la banque. Et je suis plus particulièrement experte sur les sujets de centricité client. Je vous rappelle le sujet sur lequel nous allons échanger ce matin avant de démarrer. Donc l'omnicanalité, en particulier l'omnicanalité comme un levier de conquête des nouveaux assurés. On le voit, le marché, depuis ce début d'année, est vraiment en mouvement. La mise en œuvre de la résiliation entreprise ouvre plus facilement la sortie aux assurés. Les hausses de tarifs, l'inflation qui les assurés à optimiser leur budget d'assurance. Et on voit du coup les assureurs renforcent leur stratégie de conquête et misent notamment sur les parcours omnicanaux. Pour autant, les défis sont nombreux pour en tirer pleinement les bénéfices. Il faut d'abord maîtriser son marketing pour générer des leads de qualité, à forte valeur.
Il faut optimiser ses parcours pour sécuriser la transformation des leads. Et enfin, il faut être en capacité de mobiliser, faire adhérer l'ensemble des parties prenantes en interne, où chacun trouve sa place dans ce modèle de distribution. Pour commencer, j'ai envie de te poser une première question, Karine, pour ouvrir notre échange. Peux-tu nous donner ta définition justement de l'omnicanalité? D'accord. Juste avant de la donner, effectivement, il y a de l'écho. Est-ce qu'on peut régler ça ou pas? Je suis en train de discuter avec les personnes qui ont de l'écho, mais c'est pas forcément évident. C'est bon. Bon. Est-ce que quand je parle, il y a de l'écho ou pas? Si vous pouvez me dire. De notre côté, non. Je pense, il n'y a que 2 personnes qui ont signalé de l'écho. Les autres, non. Moi, j'ai de l'écho. Okay. J'en entends aussi. Ouais. Tu en entends quand je parle, Laetitia, c'est ça? Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux? Ok, très bien. Bon, bah alors tant mieux. Pour faire ce webinaire, effectivement, il est préférable d'avoir une bonne expérience. Donc, effectivement, Laetitia, tu me l'as demandé, c'est quoi la définition pour moi de l'omnicanalité? Alors, effectivement, depuis des années, on en parle. On parle d'omnicanalité, de multicanalité, on parle de parcours hybride. Et je dirais que pour moi, il y a la définition théorique. Et puis, il y a la définition réelle. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment un partage d'expérience en fait, et de retour de tout ce qu'on peut suivre, pour tout ce qu'on peut analyser sur la partie assurance IRD et prévoyance. Donc, je ne me permettrai pas d'aborder d'autres périmètres. C'est tout ce que l'on voit aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Et pour moi, la partie finalement, la définition théorique, si je reviens sur la demande, c'est finalement le client est au centre, c'est-à-dire je peux commencer sur un canal et je peux finir sur un autre, où on met le client, on va dire, au centre, mais plutôt, on va dire, un peu en rôle de figurant, c'est-à-dire finalement, il subit sur les canaux, il a à sa disposition, mais plutôt en proactivité de différents acteurs, de différents canaux qui sont mis à sa disposition. Et moi, je vais vous parler finalement de ce que nous, aujourd'hui, on constate. C'est la définition, je veux dire, constatée, réelle, celle qui est actuelle. Et pour nous, l'omnicanalité, aujourd'hui, elle a un vrai sens, elle a une vraie existence, mais elle est une existence par l'initiative du client. Le client est au centre et est acteur. Grosso modo, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'était l'omnicanalité aujourd'hui? Est-ce qu'on était capable de la mesurer, de la suivre, de la piloter? Et on a, avec les équipes connaissances clients, on a fait cette étude et on a regardé finalement, au moment où je commence sur un canal et je finis sur un autre, on s'est mis sur cette omnicanalité assez simple, c'est-à-dire avec 2 canaux, puisqu'on peut avoir une existence plus riche, 3, 4, 5 canaux. Et en fait, aujourd'hui, l'omnicanalité, elle est réelle du moment où c'est le client qui commence. C'est-à-dire qu'il commence sur Internet, pour faire simple, et ensuite, son opération se conclut soit par Internet, par le client lui-même, soit par une agence, soit par un centre de relations clients, une plateforme téléphonique. Et aujourd'hui, on voit vraiment cette omnicanalité qui vit, qui existe sur la partie assurance dommages et prévoyance de par l'initiative client. Donc ça, c'est quelque chose de marquant. On l'a découvert il y a un peu plus de 18 mois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est l'omnicanalité, où je commence sur un réseau physique et ensuite je finis sur le web par le client lui-même ou par une plateforme téléphonique, c'est quelque chose qui est quasi, en tout cas pour ce qui nous concerne, quasi embryonnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même assez monocanal, c'est-à-dire je commence sur un canal, je finis sur ce canal. Alors, ça peut se faire en 2 temps, en 3 temps, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi aussi? C'est une égalité. Ça veut dire que finalement, le canal Internet, le canal web, le canal est finalement à l'initiative du client en proactivité depuis son appli ou sur son site. Il nourrit les 3 canaux, c'est-à-dire le canal web, le canal plateforme téléphonique et le canal physique agence. Donc, c'est vraiment ça pour nous, l'omnicanalité. Et je trouve que c'est à la fois encourageant, parce que ça veut dire que le client a pris vraiment le sujet à bras le corps, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et c'est aussi une opportunité de développement, puisque, pour ce que je disais tout à l'heure, sur le canal physique et ensuite j'ai fini sur un autre canal, ça c'est un levier de développement assez fort.
Et William, de ton côté, enfin, à ton avis, comment cette logique d'omnicanalité peut se décliner à l'échelle d'un dispositif marketing? Alors, ouais, pour répondre à ta question, Laetitia, je vais peut-être prendre un peu de recul, hein, dans le sens où depuis quelques années, hein, on est passé vraiment dans une logique vraiment de mass market, vraiment orienté produit, hein, où on poussait un produit vis-à-vis d'un prospect ou d'un consommateur, à une logique vraiment différenciée, hein, où chaque marque, hein, doit montrer la valeur ajoutée, hein, qu'elle peut apporter à un prospect. Donc, on comprend derrière la notion vraiment de moment de vie, euh, de vraiment proposer des contenus adaptés en fonction du cycle d'achat de ce consommateur, de ce prospect. Et donc aujourd'hui, il y a une multiplicité de plateformes pour mettre en avant ces produits, hein, donc des supports en ligne, des supports hors ligne, donc de l'affichage, des campagnes télé, des campagnes de mots-clés, des bannières, etc. Et donc, toute cette multiplicité de supports possibles fait que aujourd'hui, chaque acteur du secteur de l'assurance et aussi dans d'autres secteurs va proposer des campagnes euh, avec des supports différents. Et donc, on va arriver avec une multiplicité de campagnes qu'on va appeler en fait le mix marketing. Et donc, des campagnes vraiment, il y a un nombre de campagnes très impressionnant. Et donc, il y a une vraie gestion derrière au niveau des compagnies d'assurance à regarder ce qui coûte le plus cher, ce qui rapporte le plus. Et on en reparlera juste après des mesures et des différentes manières qui peuvent permettre aux compagnies d'assurance de maximiser leurs actions marketing. Je le disais, on a choisi ce matin de s'intéresser particulièrement à l'omnicanalité comme un levier de conquête pour les assureurs. Karim, tu nous disais que la souscription 100% en ligne, finalement, vous l'aviez déjà lancée il y a près de 10 ans chez BPCE Assurance. Quel type de parcours est-ce que vous avez mis en place pour vos souscripteurs qui sont essentiellement des clients des réseaux de banques populaires et caisses d'épargne, hein, rappelons-le. Comment ces parcours ont évolué sur ces 10 dernières années, justement? Alors oui, tout à fait, Laetitia. Ça va faire 10 ans, en fait, à la fin de l'année, qu'on aura déployé les parcours de souscription full web sur la partie assurance dommage et prévoyance. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, quand on l'a fait, alors au départ, on l'a fait, on avait une on va dire, un parcours essentiellement sur la partie simulation. Avant, on l'avait lancé en 2012. Hein, et on s'est dit, finalement, en 2014, fin 2014, se dire, on avait un peu en face de nous le syndrome du samedi après-midi, en fait. Le samedi après-midi, c'est-à-dire qu'on avait des cas de figure d'urgence client qui étaient de s'assurer, ils sortaient de chez le concessionnaire, c'est essentiellement sur la partie auto, de dire, il y a une urgence de s'assurer. Et on n'avait pas nécessairement des équipes, on va dire, en physique pour répondre à cette demande. Donc, on a mis en place, on a fait un pari, parce que c'était pas, on va dire, c'était pas nécessairement, quand on a démarré, un volume important, mais en tout cas, c'était pour répondre à un besoin de client qui était un irritant client à l'époque. On n'appelait pas ça comme ça. On était plutôt sur un besoin client effectivement de déployer, de développer des souscriptions full web. Et donc, on a mis ça en place. Et on s'est dit, et en fait, on a fait ce pari. Et on a d'abord, avant de faire ce pari, on a regardé finalement combien ça nous coûterait de le développer. Finalement, ce n'était pas un investissement immensément important. Donc, on s'est dit, allons-y. Hein, c'était aussi une réponse c'était pour répondre à un besoin client. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est effectivement des parcours de souscription full web, à la fois sur la partie auto, habitation, mais aussi santé, deux roues. Donc, on a fait la partie dommages et prévoyance. Mais surtout, les parcours de souscription, finalement, digitaux, on ne les voit pas uniquement à travers la souscription full web, c'est-à-dire en autonomie client, on les voit aussi en générateur de leads. Et ça, c'est important à noter. Pourquoi? Parce que ça génère, en fait, c'est ça qui génère le plus de ventes, hein, c'est-à-dire l'omnicanalité. Finalement, je commence sur un canal, je finis sur un autre. C'est ça qui génère, alors, pour à peu près les 3/4 des ventes issues digitales telles qu'on les a, c'est à travers une transformation d'un canal physique, hein, soit agence, parce que c'est le client qui fait la démarche, soit sur la partie, finalement, la partie proactivité à travers les centres de relations clients.
Quand on a construit ces parcours, alors, au départ, on les avait, et c'est important, il y a 10 ans, on n'était que sur le site. Hein. L'appli, on a tendance à penser que ça fait longtemps qu'on l'a, mais en fait, l'application, c'est plutôt un dispositif qui est arrivé vers 2016, c'est-à-dire 2 ans après quasiment le démarrage de nos parcours sur la partie site. L'appli a commencé à prendre en fait sa part de plus en plus importante. Hein. Aujourd'hui, notre trafic est 80% sur l'appli et 20% sur le site. Mais au départ, on était à 100% sur le site. Donc, c'est aussi une évolution de comportement client. Hein. C'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a su s'adapter. Et ce qui est important aussi à noter, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au départ, pour la conception et la construction et la mise à disposition des parcours, on avait 3 équipes. On avait une équipe web, une équipe parcours agence et une équipe parcours collaborateur. Vous imaginez un peu le travail, finalement la ressource nécessaire pour mettre en place des parcours. Et en plus, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de symétrie. Bon, on a fait rapidement, on va dire, une convergence où aujourd'hui, depuis quelques années, on a une seule équipe qui finalement développe ces parcours, les optimise, les relivre, hein, on fait des nouvelles versions, pour à la fois les 3, c'est-à-dire les conseillers et les collaborateurs. Et ce qui est important à noter aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est à la 5e génération des parcours en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 10 ans, quasiment, tous les 2 ans, on a des relivraisons, on intègre des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles technos au sein de nos parcours. Et on a eu le goût, les équipes ont eu le goût de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a utilisé très tôt tout ce qui est neurosciences, hein, comme la compréhension des parcours, l'analyse, les irritants, les éléments qui permettaient, qui freinaient donc les points de rupture. Donc on s'est posé des questions, alors bien sûr à l'aide de gens qui s'y connaissaient bien mieux que nous, et c'est important de le noter. Donc on a eu ce goût de l'innovation à travers la neuroscience. On a posé à travers des programmes de transformation la symétrie d'attention. Donc je reviens sur le fait d'avoir une seule équipe. On a posé aussi le sujet de la co-construction avec les utilisateurs, clients, conseillers, collaborateurs. Donc ça fait ça fait plein d'insights pour co-construire nos parcours. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la partie personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait en sorte de mettre à disposition sur nos parcours des éléments de rassurance, des éléments d'accompagnement pédagogique. Hein, c'est important, on le voit. Ça marche mieux quand on présente les choses en amont au client, quand on le rassure, quand on l'accompagne, quand il a envie d'être accompagné aussi. Il ne faut pas penser que les clients ils sont beaucoup en autonomie, mais ils aiment bien aussi, quand il le faut, avoir de l'aide en ligne. C'est important parce qu'on a évolué sur notre méthode de travail. Pour être clair, au départ, on ne se posait pas la question de l'ergonomie. On était trop content de livrer un parcours tel qu'il est, avec des chartes qui n'étaient pas nécessairement, on va dire, celles qui étaient très attrayantes. Mais en tout cas, ça marchait. Voilà. Donc, c'est aussi une référence à ce qui peut se passer dans l'écosystème digital. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Il ne faut pas penser que... tout ce qu'on a fait, ça fait 20 ans, 30 ans. Hein, c'est une nouvelle technologie, on rappelle toujours même. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Et surtout, maintenant, je le redis, c'est le lien entre le digital et le physique qui est important pour nous. La continuité, il ne faut pas de rupture. Et ça, c'est vraiment une cohérence globale. Et je rajouterai un élément, le dernier élément sur les parcours, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur le temps de réponse. C'est quand même, on est sur des systèmes d'information très robustes. Hein, donc, on travaille ça aussi aujourd'hui, c'est important. On sait que les clients, parce que nous, on est vraiment très tourné client, hein, les clients sont très, très sensibles à ça. Et donc, c'est un élément très important pour nous. Merci Karim. Et du côté des compagnies d'assurance, William, est-ce qu'on est sur la même approche? Est-ce que la maturité est la même? Alors, ce qui est très intéressant, Karim et Laetitia et tout le monde, hein, c'est que dans les discussions qu'on a aujourd'hui avec les compagnies d'assurance, on est sur des relations qui sont assez différentes. Tu parlais tout à l'heure, Karim, de beaucoup de souscriptions en ligne qui viennent d'un réseau physique. Dans les compagnies d'assurance, c'est plutôt le contraire, hein, c'est-à-dire que les souscriptions se font majoritairement au téléphone. Et derrière, on a des logiques qui sont vraiment différentes, hein, puisque des relations, on va dire, beaucoup moins long terme, dans le sens où lorsqu'un prospect se manifeste pour faire un devis, il y a des relances qui sont faites avec des schémas de relance assez mécaniques, hein, pour enclencher la suite du processus, mais aussi pour relancer, pour avoir les pièces justificatives. Donc, c'est
c'est un mode un peu plus industriel. Et pour revenir à ce que tu disais aussi, Karim, dans l'amélioration un peu continue des parcours, on n'est qu'au début, je dirais, chez les assureurs, où il y a une prise de conscience que les parcours doivent être améliorés. Donc avoir des objectifs d'amélioration de taux de conversion, etc. Mais aussi derrière, lorsqu'on a construit, on a fait un projet, de se mettre en ordre de marche, d'analyser les performances et de les améliorer, donc d'avoir du budget, des ressources pour pouvoir les améliorer. Et ça, on voit vraiment deux groupes d'assureurs, des assureurs qui sont au début et d'autres qui sont vraiment à la pointe de l'itération, de l'amélioration continue. Je vais citer un grand acteur français de l'assurance qui commence par un A, qui aujourd'hui, tous les 15 jours, par exemple, se pose la question sur une campagne marketing. Là, je reviens sur les campagnes. Va prendre du coup une campagne selon certains critères et va la challenger avec une autre campagne. Donc, soit le format, enfin voilà, certains paramètres vont évoluer. Et donc, ils font ça depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ils arrivent vraiment à activer certaines de ces campagnes-là avec des coûts d'acquisition extrêmement faibles et des volumes de leads plutôt qualitatifs. Donc, en termes de maturité, c'est vraiment assez discutable. On l'a vu aussi dans une étude qu'on a faite récemment, où l'omnicanalité existe en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone, il y a du web callback qui est présent, qui sont présents dans les parcours. Mais derrière, l'alignement du réseau physique avec le digital est encore discutable. Les mesures de parcours, tout à l'heure on parlait de campagne marketing, je peux faire une campagne marketing hors ligne qui génère des devis ou de la souscription sur un plateau téléphonique. Comment est-ce que je fais pour mesurer? Donc, les marketeurs qui sont en ligne là aujourd'hui connaissent bien la problématique de l'attribution. Donc, comment est-ce qu'on mesure la performance d'une campagne sur Internet, sur les plateaux téléphoniques? C'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Donc, en synthèse, c'est assez discutable. Il y a encore pas mal de choses à faire dans les compagnies d'assurance et avec une relation qui est assez différente vis-à-vis du prospect, où il faut le capter rapidement de peur de le perdre. Justement, Karim, quel levier est-ce que vous utilisez pour attirer les clients sur vos parcours ou est-ce que vous allez les chercher finalement? Alors, on va les chercher, mais on a une chance. Vous savez que dans un écosystème banque assurant, on est intégré dans les sites bancaires. Donc, on a une grosse part, on va dire, de trafic naturel. C'est-à-dire qu'on a des clients qui utilisent nos parcours de façon, on va dire, importante. Et notre enjeu, nous, à ce niveau-là, c'est de faire connaître de mieux en mieux, en fait, le parcours, la mise à disposition, la disponibilité, même si on est toujours surpris quand on fait une livraison de l'appropriation rapide des volumes qui peuvent être assez importants quand on met en ligne. On ne fait pas nécessairement de communication particulière sur les mises en prod, pas avant, je vais être clair, on attend quand même que ce soit déployé, qu'on contrôle que tout fonctionne en production, et ensuite on se dit qu'on communique après coup. Mais on a vraiment une chance, c'est celui de travailler dans un écosystème connu, c'est-à-dire celui des clients. Donc, nous, notre priorité, c'est l'équipement des clients. Et donc, aujourd'hui, ce volume est très important. Alors, ça n'empêche pas de travailler sur on va dire, le trafic provoqué, c'est-à-dire qu'on a du trafic naturel. Maintenant, on veut aussi, dans les écosystèmes, c'est-à-dire qu'on est en plus en dispositif d'omnicanalité, de dispositifs de relance, de simulation que j'ai pu faire en Amazon, je peux aussi le proposer, on va dire, sur les espaces clients, en disant, voilà, vous avez fait une simulation, vous pouvez la transformer. C'est-à-dire que cette fameuse omnicanalité qu'on souhaite développer, ça fait partie. Je reviens sur la première partie de ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire je commence sur un canal physique, je finis sur le web. C'est ça notre axe de développement. Donc, finalement, tout ce qui peut avoir été fait sur un canal physique, comment rendre le client en autonomie de refaire. Donc, on est vraiment là-dessus. Et la réflexion qu'on a aussi, c'est plutôt, mais toujours pareil, dans un écosystème fermé, c'est-à-dire celui qui est connu, domestique, c'est de voir si on peut faire des synergies avec d'autres parcours. Voilà, c'est aussi ça sur le web. Notre idée, c'est avec d'autres domaines d'activité du monde banque assurance, c'est de voir comment on peut créer des ponts
des liens naturels en fait et complémentaires hein, par rapport aux besoins du client. C'est ça qu'on travaille. Donc, notre sujet, c'est un parti pris. C'est pas tant aujourd'hui le trafic parce qu'on en a un, mais on se dit que notre levier, il est surtout sur la transformation des leads. Même s'ils sont bons, on sait qu'on peut aller plus loin. Et une fois qu'on sera bon dans la transformation, on peut augmenter la partie trafic. Alors, ça ne veut pas dire que la partie trafic, on ne la travaille pas, puisque l'idée, ce que je vous disais, c'est qu'on travaille sur la partie provoquée, mais on se dit qu'il faut qu'on soit vraiment très, très, très bon sur la transformation. Et quand on sera très bon sur la transformation, et on va en reparler tout à l'heure, on peut après aller faire entrer plus de clients, je dirais, en magasin. C'est toujours pareil. Si je joue mon magasin, je les sers mal, l'expérience ne va pas être bonne. Et donc, finalement, OK, je l'aurais fait, mais je dois faire un one-shot. Alors que notre idée, c'est de dire, faisons de la qualité, comme le disait William, le web callback, des choses comme ça, c'est la mise en relation. Tout à l'heure, je parlais d'assistance. Et c'est vraiment la partie transformation. Donc, nos deux leviers, trafic, transfo, avec notre attention aujourd'hui qui est portée encore plus, elle est portée sur les deux, mais encore plus sur la transfo. Ok, donc on y reviendra dans un instant. En tout cas, ce qu'on retient sur la partie trafic, c'est être là au bon moment, dans une approche besoin du client pour qu'il pense à vous. À la différence des banques assureurs, William, les compagnies, elles vont chercher, tu le disais, des prospects beaucoup plus froids. Est-ce qu'elles ont des stratégies? Est-ce qu'il y a des stratégies les plus payantes? On sait aussi que la disparition des cookies tiers va rendre les choses peut-être plus complexes. Il y a plus de contraintes aussi sur le démarchage téléphonique. Qu'est-ce qui va marcher pour les compagnies? Alors, ça va être de plus en plus dur. Hein. Alors, la disparition du cookie tiers, c'est annoncé depuis 1 ou 2 ans. Hein. Certaines compagnies d'assurance travaillent déjà sur la capitalisation de leurs données propriétaires, donc c'est-à-dire les données contractuelles, les données d'interaction qu'elles ont avec un réseau physique ou un réseau digital. Parfois, elles utilisent des données tierces qui peuvent être intéressantes. Hein. Donc, pour information, aujourd'hui, on est capable d'avoir des précisions de données assez puissantes, dans le sens où on ne va pas juste tracer le temps passé sur une page, on va pouvoir tracer le temps passé sur un bloc ou une section d'une page. Donc, plus une compagnie d'assurance est capable d'avoir de la précision dans ses données et des données qualitatives, plus elle aura de chances de connaître ses clients. Et donc, derrière, l'enjeu est un vrai enjeu de connaissance client. Donc, prérequis étant d'avoir un socle de données consolidé. Je schématise dans une base de données. Et puis ensuite, de pouvoir capitaliser là-dessus, c'est-à-dire soit faire des études prédictives, ou soit faire des modèles de recommandation un peu en direct qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. Et tout à l'heure, on parlait, je vais vous donner un exemple, tout à l'heure, on parlait de la résiliation, Laetitia. Il y a quelques années, une compagnie d'assurance avait travaillé sur ce sujet-là, de la résiliation, mais lors de la loi Hamon, qui était déjà, entre guillemets, un argument pour travailler sur la fidélisation. Et donc, cette compagnie d'assurance a capitalisé sur toutes ces données-là pour comprendre ce qui amenait l'utilisateur à résilier. Et donc, cette compagnie d'assurance a constaté qu'il y avait des recherches sur son espace client, sur comment résilier. Et donc, cette indication étant un signal faible constaté par cette compagnie d'assurance comme un signe amenant un assuré à résilier, à identifier du coup cette population ou cette audience pour ensuite utiliser un réseau physique, donc on revient sur l'omnicanalité, pour mener des appels sortants et donc transformer un petit peu des plateaux téléphoniques qui étaient initialement des plateaux de vente en des plateaux conseillés pour éviter de résilier. Donc on voit un peu le changement, un peu d'état d'esprit. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de stratégie claire. Il y a, je dirais, des grands principes. Donc capitaliser sur la donnée propriétaire, l'exploiter au maximum, pourquoi pas utiliser des données tierces. Et surtout, on en a parlé tout à l'heure, itérer, être dans un état d'esprit d'amélioration continue pour essayer des choses, tester et garder en fait ce qui marche le mieux. Très bien. On parle d'amélioration continue toujours. Karim, tu nous disais que le gros enjeu pour vous, c'était de sécuriser la transformation des leads.
accompagner, amener le client jusqu'à la souscription. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pilotage assuré par tes équipes et les actions qui en découlent? Comment est-ce que vous fonctionnez justement pour challenger et optimiser vos parcours? Ouais, alors, on fait du pilotage et de l'étude. Hein. Pour moi, c'est incontournable. Hein. Il faut faire les deux. Et notamment dans ces deux volets, il faut faire du quali-quanti. Globalement, sur la transformation des leads, on est parti sur le constat, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'a priori, on a pas mal de on m'a dit, et donc souvent on s'appuyait peu sur des faits, d'analyse sur les évolutions des comportements des clients, sur le pilotage de la transformation, sur les délais, sur la notion de chaleur. Grosso modo, plus j'avançais, on avait ça en tête en disant plus j'avance dans mon parcours digital, plus je suis intéressé. Donc, on avait une notion de lead froid, chaud, tiède. Bon, ben, tout ça, par les études qu'on a menées, par le pilotage, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça, même si ce n'est pas du tout ça. Donc, on a fait ce travail de transformation. Donc, on regarde en fait, tout à l'heure, je vous parlais de la transformation sur la partie digitale, ça se transforme où? Ça se transforme sur l'ensemble des canaux. Ce n'est pas juste un seul canal. Donc, ça répond aussi à notre modèle qui est omnicanal. Hein, c'est-à-dire qu'on propose aussi omnicanal, multicanal, on propose différents canaux. On s'est aussi posé sur quand j'abandonne, je ne suis pas intéressé, on a posé la question au client. Donc, ça revient sur la partie étude. Donc, en fait, les clients nous disent de façon nombreuse, non, pas du tout, je suis intéressé, mais j'ai abandonné pour plein de bonnes raisons, voilà, qui leur sont propres, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils n'arrivent pas par hasard dans des parcours, personne n'arrive par hasard dans un parcours. On a regardé aussi, se disant, le pilotage, est-ce que tout se joue dans les 24 heures ou pas? Oui, il y a quelques années, non aujourd'hui. Donc, on voit aussi un changement, une évolution. Donc, ce pilotage nous permet aussi de comprendre les évolutions du comportement client. Voilà. Ce qui est important à noter, c'est que, en tout cas, ce qu'on voit, nous, sur la partie assurance, c'est que quand il y a une urgence, c'est une souscription full web, mais quand il n'y a pas d'urgence, c'est un canal autre. Donc, c'est aussi important. Donc, dans ce pilotage-là, en fait, on fait du pilotage fin pour après, ensuite, effectivement, avoir en fait des axes de développement, de travail, de transformation qui vont permettre d'améliorer ces transformations. Et ce qui est important aussi dans la transformation, je le dis parce qu'on est beaucoup pilotage, études, mais aussi la formation des équipes. Voilà, la formation à la fois des équipes de pilotage, donc faire monter en compétences les gens sur le digital. Voilà, ce n'est pas un acquis. C'est des compétences qui sont complètement nouvelles, mais aussi la transformation dans le traitement des leads. Voilà, c'est aussi, ça s'apprend, les collaborateurs doivent être formés. Donc, on travaille aussi sur cet aspect-là avec nos équipes qui sont plutôt sur le terrain d'accompagnement des collaborateurs. Donc, on est vraiment aujourd'hui, et ça, c'était vraiment pour nous quelque chose d'assez fort, c'est on a balayé les a priori, on s'était cantonné à penser que ce qu'on avait imaginé il y a quelques années, c'était toujours la même chose aujourd'hui. Ben non, voilà, ça évolue, et ça évolue très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple regardé le client, au moment aujourd'hui, en 3 ans, sa date d'effet sur le web, elle a gagné 10 jours. Donc, ça veut dire qu'on est dans des approches, et ça, c'est important, on est des approches de beaucoup plus de je vérifie, je regarde, je consulte, je compare, mais je ne suis pas dans une urgence. Donc, on est vraiment dans une appropriation, dans une, je veux dire, apprivoiser en fait les clients, on commence à apprivoiser les parcours digitaux, donc ils en font leur outil, et c'est pour nous la meilleure des récompenses, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est pour eux, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous faire plaisir. Et donc on a vraiment aujourd'hui dans la partie pilotage regardé, et on est factuel, c'est important parce que quand vous discutez avec des équipes opérationnelles, il faut être très factuel, voilà, parce que ils ont besoin d'être orientés, ça permet d'être beaucoup plus précis dans les actions, dans les plans d'action qu'on veut mettre en œuvre. Ça nous permet d'être, on va dire, d'améliorer notre accompagnement. Et du coup, vous avez réussi à déterminer un schéma gagnant pour optimiser la transformation des leads? C'est que ça vous révéler tes secrets. Ouais. Non, alors, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de schéma gagnant absolu, il n'y a pas de martingale sur le sujet, sinon ce serait trop beau. Mais en fait, il y a des indices. Il y a des indices, il y a des orientations, il y a des éléments qui font que, par exemple, on va dire, quand j'associe au moins 2 canaux dans la relance d'un lead digital, je vais avoir de meilleurs taux de transformation.
Quand je vais relancer sur des périodes un peu plus longues, je veux dire ce que j'appelle souvent éviter le traitement Kleenex, les leads, j'essaye d'appeler 1 ou 2 fois et puis après c'est terminé. Si je n'ai pas le client, je passe à autre chose. On s'aperçoit que les processus d'achat, les parcours d'achat sont plus longs que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Eh ben, il y a des taux de transformation qui sont meilleurs. Quand je forme des équipes à traiter, c'est mieux. Quand je fais une analyse fine de mes parcours et quand je personnalise mes parcours, en parcours, j'accompagne mes clients, je les rassure, je leur propose une aide en ligne s'il y a une problématique, j'ai plus d'engagement client sur les parcours. Quand j'améliore mes temps de réponse pour accéder à mes parcours, j'ai plus de personnes qui vont plus loin dans le parcours. Donc, et quand je cible mieux aussi, voilà, parce qu'on s'aperçoit, et ça c'est un élément important, par exemple sur l'auto, l'habitation, ce n'est pas la même population sur Internet. On s'aperçoit de ça. Alors, au départ, on pensait que c'était la même chose, mais non, ça veut dire qu'on personnalise, on cible. Tout à l'heure, William parlait de score. Quand on cible mieux, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux clients sur des sujets qui lui parlent, ben, il est intéressé. Parlez-moi de moi, vous m'intéressez. Grosso modo, c'est ça qui est important. Donc, en fait, ces indices-là, on les pose et finalement, c'est cumulatif. Hein, c'est pas où, mais c'est cumulatif. Et donc, on a plus de chances, on s'améliore. Et puis, c'est important quand on fait connaître les parcours aussi. On fait la promotion, on a plus d'engagement client, on a plus de consommation digitale. On a des croissances, nous, aujourd'hui, sur nos parcours digitaux, sur le volet digital, de transformation, à 2 chiffres chaque année. Donc, c'est encourageant. Donc, on a un agrégat de bonnes pratiques ou de pratiques à éviter. C'est important aussi d'avoir les pratiques à éviter. Parce que ça permet aussi de ne pas perdre de temps et d'être plus efficace dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça qu'on fait, en fait, aujourd'hui. Donc, vous avez gagné en maturité grâce à des études, à l'écoute de la voix des clients, des données. Et être sur le terrain. Et être sur le terrain. On y reviendra aussi sur ce volet-là qui n'est pas des moindres. Il n'y a pas que de la technologie derrière les parcours omnicanaux. Mais si on reste quand même sur ce domaine-là, William, on parle beaucoup de mesures. Est-ce que tu as des conseils sur les indicateurs à suivre, les outils utilisés pour justement réussir à mettre en place ce type de pilotage que nous a décrit Karim? Alors, pour compléter ce que vient de dire Karim, alors je vais rester sur les mauvaises pratiques à éviter. Hein. J'ai vu beaucoup de compagnies d'assurance où on avait des équipes marketing qui avaient leur propre KPI de suivi, hein, des équipes d'analyse web avec leur propre KPI de suivi, hein, et puis derrière, des données qui n'étaient pas du tout réconciliées, hein, et puis des équipes qui se disaient « mais toi, tu ne me ramènes pas de lead de qualité hein. ». Donc, les équipes d'analyse web, hein, et les équipes marketing qui du coup répondaient « ah, mais ton parcours, il n'est pas assez transformant ». Donc, avant de parler de KPI, déjà, essayer d'avoir une approche un peu plus globale et transverse. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et les KPI, je ne vais pas vous les citer à l'après-vert, vous en connaissez pour la plupart. Je dirais, si je devais prioriser, on aurait des KPI de rentabilité de campagne. Donc, on vient à nos sujets d'attribution. Des KPI aussi de taux de transformation. Donc, ça, c'est assez classique, hein, Karim, j'y reviens pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est si on fait une analyse par type d'audience. Donc, par type de population. Donc, je rejoins Karim hein, sur la nécessité, hein, je dirais, de sous-segmenter hein, et de comprendre ce qui se passe. Et cette analyse-là, vraiment, de bout en bout, c'est-à-dire des taux de transformation où on prend en compte des débuts de parcours en ligne et des fins de parcours sur des plateaux téléphoniques, par exemple. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, des analyses par sous-segment. Et aussi de comprendre ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire, là, on est sur une logique vraiment de souscription, de devis fait, mais ça peut être intéressant aussi de savoir ce qui n'a pas, les autres types d'actions qu'un prospect ou qu'un client fait. Par exemple, si c'est juste, si un client vient pour des demandes d'information, ça peut être intéressant de le savoir. Si c'est un client qui est complètement hors cible de la politique de souscription, et ça peut être aussi intéressant à savoir, hein. On peut faire des campagnes marketing qui nous coûtent très cher, puis ensuite avoir des résultats de personnes qui malheureusement n'intéressent pas la politique de risque de la compagnie d'assurance. Donc vraiment aller dans des données
assez précises et fines pour vraiment enclencher cette démarche d'amélioration continue. Et dans les outils aujourd'hui, et là on vient sur le point technologique, on est capable d'aller vraiment très très loin sur, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, du temps passé sur des sections de pages web, de déterminer le taux d'engagement de contenu qu'on produit. J'ai vu pas mal de compagnies d'assurance produire des contenus à la chaîne parce qu'il y avait des choses à faire sur un calendrier marketing et puis derrière ne pas mesurer l'impact que ça a, le temps de lecture, plutôt que juste le temps, enfin voilà, le nombre de visiteurs. Enfin, voilà, on peut aller beaucoup plus loin et c'est vers cette voie-là que beaucoup d'assureurs doivent aller pour justement mieux personnaliser leur parcours et leur campagne marketing. Donc, mieux maîtriser toute la chaîne et la suivre de bout en bout pour être sûr d'optimiser chaque étape et de rentabiliser aussi chaque euro investi pour aller chercher des prospects. On va passer, si vous voulez bien, au sujet un peu, enfin, à l'aspect plus culturel de l'omnicanalité. Karim, tu nous le disais à l'instant, tu as passé beaucoup de temps sur le terrain aussi, aller à la rencontre des équipes, les conseillers commerciaux dans les agences, les conseillers qui sont par téléphone et qui sont justement des acteurs clés de ces dispositifs omnicanaux. Tu nous as dit, pour reprendre tes mots, il faut démystifier et convaincre sur le terrain. Est-ce que ça veut dire qu'en 2024, on aura encore des résistances sur le terrain et une sorte de concurrence entre les canaux? Ouais, alors, je n'appellerais pas ça des résistances, en fait, parce que c'est souvent, on va dire, de la méconnaissance, ou alors pas du tout. Quand je dis méconnaissance, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils sont sur nos interlocuteurs ne sont pas nécessairement sur ces sujets-là au quotidien. Donc, et souvent, ce qu'on connaît, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est souvent un petit peu des fantasmes de penser que ça va prendre en fait une part importante d'activité. J'en reviens toujours sur la partie pilotage, la partie étude. Deux choses importantes, c'est que j'ai déjà dit, le digital, en fait, il adresse, il alimente les trois canaux. Et comme je le disais tout à l'heure, les trois quarts sur le canal physique, c'est-à-dire agence et plateforme téléphonique. Donc, ça veut dire que c'est un contributeur, un apporteur d'affaires. Ensuite, ce qui est important à voir, c'est que, et ça, c'est quelque chose qu'on a fait, une étude, c'est-à-dire que plus un client assurance consomme du digital assurance, en tout cas pour ce qui nous concerne, plus il est fidèle. Donc, en fait, on a un enjeu, et c'est quelque chose qu'on a vérifié. Je veux dire, on ne l'a pas sorti une phrase, en fait, toute faite. C'est vraiment, on est allé regarder si un client qui était, on va dire, un gros consommateur de digital, voilà, plus il consommait, c'est-à-dire plus sur son self-care, est-ce que finalement, la relation était distendue? Ben non, pas du tout, c'est le contraire. Donc, vous voyez, c'est important. Ça veut dire qu'il consomme le service. Pour lui, c'est une satisfaction importante. Donc, il a vraiment un intérêt. Il y trouve finalement tout son intérêt. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est pas une résistance, en fait, c'est qu'il y a une envie, en fait, de vraiment de participer à cette transformation. Nos interlocuteurs ont envie de comprendre, voilà, c'est important. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un discours de qualité, un discours constructif de part et d'autre, et d'identifier des opportunités. Ça, c'est important. Et quand quand vous rencontrez des équipes et que vous leur donnez, en fait, des leviers d'action qui sont, pas alambiqués, assez simples, de compréhension factuelle, vous avez une adhésion plus rapide. Donc, les gens ont besoin de comprendre, en fait. On a tous besoin de comprendre, en fait, ce qui se passe, comment on fait pour développer la relation, comment développer le business. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, il n'y a pas de concurrence, en fait, en les canaux. C'est vraiment complémentaire. Vraiment, dans tous les cas, un client il est préférable qu'un client, en plus, fasse quelque chose tout seul en self-care, qu'il aille le faire à la concurrence. Je vais être clair là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a montré. Ça répond à un besoin aussi de clients qui ont envie d'être autonomie. Donc, c'est important aussi d'apporter cette réponse. Mais en grande majorité, vraiment, je le répète, c'est un canal d'apporteur d'affaires et qualifié. Ça veut dire que, grosso modo, l'avant-vente, elle est déjà posée par le client. Je dis souvent, on ne fait pas mieux en termes de ciblage, de score, qu'un client qui vous dit je vous donne une intention d'acheter, en fait. Moi, à preuve du contraire, on ne peut pas faire plus meilleure cible, meilleure opportunité commerciale.
Et William, à ton avis, quelles sont selon toi justement les compétences clés pour un conseiller, qu'il soit au téléphone ou sur un point de vente, pour réussir à transformer, un lead, une opportunité commerciale qui se présente, comme dit Karim, avec, déjà une forte valeur puisque c'est le client qui s'est manifesté? Alors, si on parle d'un réseau physique, hein, on peut déjà imaginer des problématiques, je dirais, de capacité, hein, forcément. Si on reçoit énormément d'appels liés à une campagne, ben, on peut arriver à une saturation de ce plateau téléphonique, donc d'où la nécessité de se coordonner entre les équipes marketing et distribution. Donc ça, c'est le premier un peu prérequis. En termes de compétences, donc on parle d'un sujet un peu technique, hein, un produit d'assurance. Donc vraiment vulgariser ce produit d'assurance, le rendre simple. Donc parler vraiment un langage très simple, hein, de type est-ce que votre véhicule a un risque de vol? Enfin voilà, utiliser vraiment des mots simples pour que le prospect ou le client comprenne de quoi on parle. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis derrière, ce qui peut être intéressant aussi, hein, pour le conseiller, hein, c'est de comprendre un peu la situation du client. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un besoin particulier, est-ce que c'est un besoin obligatoire, par exemple, assurer un véhicule, et dans quel cas, bah voilà, on peut déjà parler des garanties et autres, ou est-ce que le client, le prospect, est dans une intention ou considère un produit d'assurance. Donc vraiment avoir cette empathie et de comprendre dans quel cycle d'achat se trouve notre client ou notre prospect, donc qualité humaine. Et puis derrière, si en plus on a des informations, si le conseiller au téléphone a des informations sur le client parce qu'il est déjà en portefeuille ou parce qu'il a déjà contacté le CRC pour une demande d'information et qu'il a l'historique des échanges et la synthèse et le résultat des échanges passés, ça va faciliter l'échange, le nouvel échange entre le prospect et le client, faire gagner du temps à tout le monde et derrière d'avoir une forme de personnalisation, dont Karim parlait tout à l'heure, où on ne va pas parler à un identifiant ou un numéro de dossier, on va savoir ce que veut vraiment le client et pourquoi il a appelé. Donc, on est vraiment sur une combinaison un peu de compétences humaines, d'empathie, de compréhension de l'autre, de détecter les besoins aussi, hein, et d'utiliser la technologie pour vraiment comprendre où se trouve ce client et prospect dans le cycle d'achat. Très bien. Une petite question un peu prospective, Karim. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, c'est en plein essor, c'est plein de promesses aussi autour de la relation client. En quoi, selon toi, elle peut être aussi un accélérateur de la conquête et de la vente de nouveaux contrats? Qu'est-ce que ça peut apporter au parcours de souscription? Alors, effectivement, on en parlait juste avant de commencer. Effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. C'est le sujet d'actualité à la fois. Alors, l'IA, on utilisait déjà dès à présent pour définir des profils plus appétants, des scores, grosso modo, qui permettent finalement d'accompagner, de faciliter le contact, d'être plus efficace dans les actions, en ciblant mieux. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est prouvé, qui est utilisé. Donc à différents moments, hein, il n'y a pas que la partie simulation de souscription, hein, il y a d'autres moments, la partie résiliation, réclamation, gestion, indemnisation. Donc c'est quelque chose que l'on utilise, voilà, à différents moments assurance. Ensuite, sur finalement la partie, l'intelligence assistée, en fait, qui permettent d'assister les clients, les collaborateurs, c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on identifie. Oui, c'est quelque chose qui doit permettre d'avoir une relation plus pertinente, plus facilitante, plus personnalisante, plus impactante, plus accompagnante, plus discriminante. En fait, grosso modo, c'est ça qui doit nous guider. Ça doit avoir une valeur. Aujourd'hui, on l'a dans l'accompagnement souscription, dans différents moments. On l'a plutôt avec des interfaces, on va dire, collaborateurs qui utilisent des chatbots pour accompagner mieux les clients, pour répondre mieux à leurs questions. On est en train de regarder, on est en train de effectivement se dire demain, j'ai une question, je fais une assistance en fait en ligne dans mes parcours. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on veut faire, hein. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de personnalisation, d'accompagnement, de réponse à des questions pour éviter des points de rupture sur certains parcours. Je parle bien des parcours digitaux.
Là, je fais un focus. Oui, c'est des choses qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, qu'il faut intégrer. Voilà, je veux dire, c'est un sujet dont tout le monde parle. On ne peut pas passer à côté. Après, encore une fois, c'est comme toute nouvelle technologie, il faut, comme toute technologie, tout outil, il faut être en capacité de la maîtriser, de la comprendre et de bien l'utiliser. Et c'est aussi un enjeu pour les équipes d'être formées à ces outils, d'être pertinent. L'idée n'étant pas de sursolliciter un client. Un parcours aujourd'hui sur Internet, ça dure quelques minutes. Hein. Ça va très vite, voilà, entre 5-6 minutes. Donc, après, la transformation, ça peut se faire sur le canal physique majoritairement. Les taux de transformation, en plus, physique versus digital, sont plus importants. C'est normal, on est encore heureux, on est des humains, donc il y a un contact, un écart très significatif. Ça ne fera pas tout, mais l'idée, c'est effectivement, ça permet d'accompagner mieux les clients. Donc, on y travaille. William, ta vision sur le sujet? Alors attention à l'IA, hein, parce que moi je vais plutôt parler des risques, Karim, hein, dans le sens où on est abreuvé d'outils informatiques et j'ai devant moi la suite Office. Hein. Entre nous, on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Donc ça peut coûter cher hein, si on ne l'utilise pas bien, et je te rejoins Karim sur l'appréhension, enfin l'appropriation pardon, hein, de tous ces outils-là. Mais par contre, ça peut être aussi en effet un énorme levier hein, sur des moments de parcours, détection de fraude, par exemple, sur des pièces justificatives au moment de l'indemnisation. Ça peut être aussi des cas d'usage pour augmenter la productivité. On parlait tout à l'heure de production de contenu. Donc, ça pourrait accélérer la production de contenu et tendre vers la personnalisation. Et ça peut être aussi des cas d'usage liés à l'appétence. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Karim. Donc, des sujets à prendre, à bien étudier hein, et voir aussi si, parce que comme c'est un mot à la mode, hein, tout le monde va s'engouffrer dedans. Il y a peut-être aussi des prérequis. Hein, donc, attention à pas aller directement sur le mot-clé que tout le monde parle. Il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire aussi, hein, si on n'est pas forcément mature sur d'autres sujets avant de parler d'IA. Donc, c'est un sujet qui est intéressant et à regarder avec un champ ou une prise de recul nécessaire avant de s'engouffrer dedans, parce que ça peut être assez chronophage, assez coûteux et pas forcément rentable. Donc, faut en discuter, faut l'analyser, faut en parler à tout le monde, mais voilà, c'est pas forcément la solution à tout. Et on l'a vu, on l'a entendu, en tout cas à travers vos deux témoignages, c'est vrai que la maturité déjà pour maîtriser et tirer les bénéfices de l'omnicanalité, ça prend aussi du temps et de l'énergie. L'échange a été très riche. Si on essaye de faire une petite synthèse, Karim, pour nos éditeurs qui étaient avec nous ce matin, quel serait le résumé, enfin, les fondamentaux que tu poserais pour qui, selon toi, font le succès des dispositifs omnicanaux? Bon, alors, déjà, c'est la symétrie de l'attention, c'est-à-dire qu'on ait des parcours qui soient homogènes, les uns des canaux entre eux. La cohérence et la persistance des actions, en fait. Il faut vraiment qu'on ait des actions cohérentes et qui durent. Hein, c'est pas... Donc, avec une capacité aussi de faire une analyse, un REX, c'est-à-dire un pilotage, analyser immédiatement après ce qui ne marche pas, d'être vraiment en amélioration continue, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une transversalité, une agilité entre les différentes équipes, à la fois les équipes support, les équipes opérationnelles, les équipes IT, donc ça c'est important. Donc ça veut dire l'analyse des bonnes pratiques, enfin identification des bonnes pratiques, des pratiques à éviter, j'en reviens toujours, hein, on parle toujours des bonnes pratiques, mais c'est important aussi d'identifier ce qui ne marche pas et d'éviter de le répertorier. En tout cas, si ça ne marche pas, voir si on peut faire quelque chose ou pas. Et c'est aussi la combinaison des canaux, c'est-à-dire qu'on est sur, en fait, je le disais tout à l'heure, hein, on parle d'omnicanalité, on a quelque chose qui peut mieux marcher, ça marche mieux quand on combine 2-3 canaux et en plus dans la durée. Et enfin, la dernière chose, hein, le relationnel. On est quand même, on n'est pas des foules digitales. On a la chance d'avoir un relationnel, un contact client assez fort, et donc de travailler sur ces volets-là.
Merci Karim pour cette synthèse. Et effectivement, on sait que le secteur de l'assurance en particulier, on ne souscrit pas à un produit d'assurance quand on va choisir une paire de baskets. Donc c'est important et on le sent, on le voit dans les études, les clients sont attachés à cette relation humaine, d'où la puissance de ces dispositifs omnicanaux. On arrive au terme de notre webinaire. J'ai pas vu passer de questions sur le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez quelques-unes. En tout cas, je tenais à vous remercier sincèrement, Karim et William, pour nous avoir livré votre témoignage ce matin et vos conseils pour mettre en place et tirer bénéfice des dispositifs omnicanaux. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site internet. Et nous remercions aussi chaleureusement les participants qui étaient avec nous ce matin. À très bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.